Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on a une histoire complètement folle pour vous. Le meurtre d'une mère de famille de 30 ans qui va conduire à deux jumeaux, Daniel et David de Wild. Une enquête qui prendra 8 ans avant d'être enfin résolue et dans laquelle les policiers, malgré toutes les preuves qu'ils ont accumulées, devront tenter le tout pour le tout, tourner les jumeaux l'un contre l'autre. Suivez-nous aujourd'hui dans l'histoire de Daniel et David de Wild. Daniel et David sont nés à Arvada dans le Colorado. Ils ont grandi dans une famille aimante et normale. Leur père travaillait dans la mécanique. L'histoire ne dit pas quel métier exerçait leur mère, donc elle était peut-être femme au foyer. Comme la plupart des jumeaux, ils sont inséparables et comme on dit toujours, il y en a toujours un qui est plus dominant et plus fort. Dans ce cas-ci, c'est Daniel. Il est né le premier, est plus grand et a plus de caractère. David, lui, ça lui dérange pas trop, il aime bien suivre son frère. Mais leurs parents finissent par divorcer et leur mère part de la maison en les laissant seuls avec leur père. Elle part sans demander la garde, ne serait-ce que partagée. Donc, leur père doit continuer à travailler très fort pour subvenir aux besoins de ses fils. Et il ne les voit pas très souvent, il n'est pas très présent. Donc, les jumeaux sont souvent laissés à eux-mêmes. Selon les experts, c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus rapprochés, qu'ils ont créé leur propre univers et leur propre règlement. C'est eux et le reste du monde. Ils graduent du secondaire et comme leur père, ils commencent à travailler dans le domaine de la mécanique. Et ils travaillent toujours ensemble, ils ne veulent pas être séparés. Et entre les heures de job, les jumeaux partagent aussi une autre passion commune, la pornographie. Et si David préfère les choses plus douces qu'on peut qualifier de normales, c'est différent pour son frère Daniel. Daniel aime dominer, il aime être en position de pouvoir, donc il adore tout ce qui a rapport à des cordes, tout ce qui peut rendre en fait une femme vulnérable et soumise. Il aime avoir le contrôle. Peu de temps après avoir gradué, David se marie avec Vicky Wiz. Ils sont ensemble depuis le secondaire et ils vont avoir ensemble 2 enfants, un gars et une fille. Mais le mariage ne va pas durer. En surface, David a l'air du mari idéal, mais à l'intérieur, il y a autre chose. Sa relation avec son frère lui manque et il trouve vraiment difficile de devoir jongler entre son rôle de père, de mari et de frère. Et à l'intérieur de lui, il y a toujours ce jeune homme accro à la pornographie. Un jour, sa femme va le confronter par rapport à une importante somme d'argent dépensée sur une ligne érotique. Et alors qu'ils sont dans la cuisine en train de discuter et qu'elle lui hurle dessus, David va bondir, il va exploser. Il va saisir sa femme à la gorge et va serrer très fort, tellement que la jeune femme va manquer de perdre connaissance. Il va la lâcher, il va lui souffler à l'oreille que la prochaine fois, il la tuera. Vicky ne va pas perdre une minute, comme vous comprendrez, elle va plier bagage avec les enfants. Alors que David est au plus bas et signe les documents de divorce, Daniel, lui, prépare son mariage. Il a fait la rencontre d'une jeune femme nommée Heather Springer et nage dans le parfait bonheur. Et comme son jumeau, il deviendra aussi papa d'un petit garçon et d'une petite fille. Mais tout comme son jumeau aussi, son mariage ne durera pas non plus. Daniel a toujours cet appétit de dominance sexuelle. Heather se plie souvent à ses désirs et à ses pulsions et il en profite dans ce moment-là pour enregistrer leur ébat dans lequel il l'attache et la domine. La jeune femme n'aime pas trop ça et plusieurs pensent que si le mariage a tenu aussi longtemps, c'est parce que Heather était catholique, donc contre le divorce. Elle s'était mariée, elle, pour le meilleur et pour le pire. Il y a aussi les enfants dans tout ça. Plusieurs femmes restent avec leur mari à cause des enfants et c'était probablement le cas pour Heather. Mais c'est pour ses enfants qu'elle finit par le quitter. Comme Daniel a tenté de faire business dans le commerce de voitures téléguidées et que ça n'a pas fonctionné, ils ont de gros problèmes d'argent. Il a d'abord été question de retirer les enfants des écoles privées pour économiser, mais Heather ne voulait pas. Mais quand Daniel décide d'enlever les enfants de son assurance au travail, c'est la goutte de trop pour Heather et elle demande le divorce après 6 ans de mariage.
Elle part avec les enfants s'installer chez ses parents à elle et exige une pension de Daniel. On est en février 2003. Daniel ne peut pas payer sa maison et payer en plus une pension pour ses enfants, alors la solution pour lui est simple. David et sa nouvelle copine Rosanne viennent s'installer avec lui et ils payent tous les trois pour la maison. Les paiements sont donc plus petits et tout se passe plutôt bien côté cohabitation. Les jours passent et même s'il semble aller mieux, à l'intérieur, Daniel bout de colère contre Heather. Il est de nature contrôlante, souvenez-vous, et la situation avec elle lui échappe. Son envie de pouvoir est si fort qu'il fait un jour part à son jumeau David de son envie de tuer Heather. David l'écoute, mais ne le prend pas vraiment au sérieux. Il sait que son frère est en colère contre Heather, il est passé par là lui aussi et se dit que ça va lui passer. Mais jour après jour, Daniel revient à la charge avec son projet. Il harcèle son frère, il lui dit qu'il a toujours été là pour lui et blablabla. Il lui dit aussi qu'il va le faire avec ou sans lui. Et David a un peu peur pour son frère. Il se dit que s'il le fait tout seul, il s'en sortirait pas. Il se laisse peu à peu convaincre. Mais il espère quand même qu'au fil du temps, son frère abandonne le projet. Durant des jours, les jumeaux vont se préparer. Ensemble, ils vont regarder des séries d'enquêtes criminelles pour planifier le crime parfait. Ils prennent des notes comme doubler leurs gants et trouver une façon pour que le corps reste caché le plus longtemps possible et se décompose le plus possible. Ils conduisent même jusqu'à une région montagneuse isolée pour y préparer un trou assez profond pour contenir une personne. Pendant toute cette période, David va quand même espérer que son frère change d'idée et qu'il revienne à la raison. Et c'est presque arrivé un jour. Daniel, qui est toujours amoureux de Heather, va se présenter chez elle avec un énorme bouquet de fleurs et va la supplier de ne pas divorcer, de lui redonner une autre chance. Mais la jeune femme refuse. Elle, ça faisait longtemps qu'elle voulait partir et il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle ne veut rien savoir et finit par lui claquer la porte au visage sans même prendre la peine de prendre les fleurs. L'ego de Daniel vient de prendre un méchant coup et il est donc hors de question qu'il abandonne son projet. Le 24 juillet au matin, donc le jour de sa disparition et quelques jours seulement avant que le divorce soit finalisé, Heather reçoit un appel de Daniel qui lui dit avoir besoin de sa signature pour un chèque à leurs deux noms et aussi qu'il a reçu des cartes d'assurance maladie pour les enfants. Heather accepte de venir chez lui et part le rejoindre avec son petit garçon de 5 ans, Jacob, et sa petite fille de 3 ans, Anna. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne la reverra vivante. La première personne à s'inquiéter pour Heather, c'est sa mère Carol. Comme Heather a emménagé avec ses parents après sa séparation, Carol sait que sa fille était supposée voir Daniel ce jour-là, donc elle va lui téléphoner. Au téléphone, Daniel lui dit qu'effectivement, il a vu Heather, mais qu'elle est partie rapidement sans les enfants pour magasiner. Carol trouve ça vraiment bizarre parce que sa fille vient de commencer un nouvel emploi et ne roule pas sur l'or, en plus qu'elle est partie sans argent ni carte de crédit. Et comme Heather connaissait le tempérament colérique de Daniel, elle sait qu'elle n'aurait pas laissé ses enfants seuls avec lui. La mère de Heather décide donc de rendre visite à Daniel et récupère les enfants. Mais ce n'est pas la seule à lui rendre visite. Des policiers viennent aussi cogner à la porte de son domicile en soirée sous la demande des parents de Heather. Le père de Heather, Dave Springer, a d'ailleurs travaillé pour la police de Denver et a lui aussi un affreux pressentiment. Daniel sert aux policiers la même histoire. Heather est venue et est repartie pour magasiner. Le lendemain, il n'y a toujours aucune trace de la jeune femme. Les policiers décident donc de lancer un avis de recherche formel et Heather fait la une des nouvelles. Les policiers décident aussi de retourner voir Daniel, qui, surprise, leur apprend qu'il a contacté un avocat et que celui-ci lui a dit de ne pas parler sans sa présence. Les agents trouvent vraiment ça bizarre car ils enquêtent sur une disparition et non sur un meurtre, en tout cas pour le moment. L'attitude de Daniel met vraiment un doute sur sa culpabilité auprès des policiers et comme il se refuse à parler sans son avocat, les agents décident d'aller rendre visite à son jumeau David sur son lieu de travail.
La conversation entre eux et David a été enregistrée. David fait part de la voiture disparue qui aurait pu être tout simplement volée. Selon lui, si les policiers retrouvent la voiture, ils retrouveront sans doute Heather. Questionné à propos de Daniel, il soutient que son jumeau ne lui a rien dit et que s'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Heather, il l'aurait informé. Mais les policiers ne le croient pas. Et ce qui va leur mettre encore plus la puce à l'oreille, c'est quand ils vont apprendre que David a envoyé sa voiture dans un autre garage en dehors de la ville pour réparer la transmission. Mais souvenez-vous, il est mécanicien, son frère est mécanicien et leur père est mécanicien. Donc, il y a quelque chose de vraiment louche dans l'histoire. David dit aux policiers qu'il ne s'y connaît pas trop en transmission. Mais lorsque les policiers lui demandent pourquoi avoir envoyé sa voiture aussi loin, qu'il devait avoir un garage plus proche qui aurait pu faire le travail, David se refuse alors de parler. Et les policiers sont vraiment sûrs d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Six jours plus tard, les agents obtiennent des mandats pour fouiller la résidence des jumeaux et leur véhicule. Après des heures de recherche dans la maison et dans le garage, ils ne trouvent rien d'anormal. C'est l'inspection de la voiture de David par un chien spécialisé en cadavres qui va se révéler positive. Le chien a une forte réaction, il jappe et il gratte le tapis de ses griffes, mais David ne dit rien. Il n'est pas arrêté faute de preuves et de corps, mais l'étau se resserre. Le 4 août 2003, la voiture de Heather, une Nissan Sentra blanche, est retrouvée sur le parking d'un bloc appartement à environ 5 km de chez Daniel. Mais encore rien de criminel n'est retrouvé à l'intérieur, rien qui ne puisse faire avancer l'affaire. Les policiers n'ont toujours pas de preuves contre les jumeaux de Wilde. Ils espèrent alors trouver un jour le corps de la jeune femme pour pouvoir avoir des réponses. Et leur souhait sera exaucé le 4 septembre 2003. Après plus de 6 semaines après sa disparition, le corps de Heather de Wilde est retrouvé dans une tombe peu profonde dans le canyon, le long de l'autoroute américaine 6, direction ouest. C'est un travailleur de la construction qui fait l'horrible découverte. Il découvre un sac de vidange noir qui sort d'un de ses monticules de terre, et de ce sac de vidange noir sort une jambe humaine. Alors, pris de panique, il s'enfuit pour appeler le 911. L'autopsie est claire, il s'agit bien de Heather. Elle porte les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Elle a du duct tape partout sur le visage et ses mains et son cou ont été attachés avec de la corde. Mais le corps a eu le temps de se décomposer sous la terre durant ces 6 longues semaines, donc c'est impossible de connaître la cause exacte de sa mort. Et même si l'enquête pour disparition se transforme en homicide, les policiers sont encore une fois au point mort. Faute de preuves matérielles, ils sont dans l'impossibilité d'arrêter les frères de Wilde, bien qu'ils soupçonnent fortement qu'ils sont impliqués dans l'affaire. Pour l'instant, ils n'ont que des doutes et des suppositions. Ils savent qu'ils ne peuvent pas les arrêter pour si peu. La mort de Heather devient donc ce qu'on appelle un cold case pendant 8 ans. 8 longues années pendant lesquelles la famille de la victime n'aura pas de réponse et devra vivre avec le fait que son ou ses meurtriers courent toujours. Les jumeaux, eux, reprennent leur vie comme si de rien n'était. Mais en 2011, on décide de rouvrir l'enquête. En revisionnant les vidéocassettes de Daniel sur lesquelles on le voit avoir des rapports sexuels avec Heather qui est attachée et qui ont été perquisitionnés à son domicile, un policier remarque enfin un indice. Les nœuds qui ont servi à attacher Heather dans les 2 cas sont identiques. Et en creusant un peu plus loin, les policiers découvrent aussi une coïncidence troublante, les relevés de cellulaire. David aurait passé un appel à Daniel à partir de l'endroit où la voiture de Heather a été retrouvée. Mais malgré ces 2 arguments assez solides, les policiers craignent ne pas être en mesure de faire condamner les jumeaux. Il leur faut plus de preuves, plus de matériel. Et ils vont alors tenter l'impossible. Ils vont placer les 2 jumeaux en détention et faire en sorte que l'un d'eux dénonce l'autre. Les agents s'en prennent d'abord à David, car c'est le plus faible des 2. Il a alors 2 choix, tout avouer et n'avoir que 12 ans de prison ou ne rien dire et faire face à la possibilité de passer sa vie derrière les barreaux. C'est une décision très dure pour David, qui a toujours vécu avec son frère à ses côtés.
Daniel, c'est pour lui comme un alter ego ou son autre moitié. Et le faire emprisonner serait pour lui de faire emprisonner comme une partie de lui-même. Mais il n'a pas le choix, il veut sauver sa peau, il veut pas passer sa vie en prison. Donc il se décide à parler et il avoue aux policiers tout ce qui s'est passé ce jour-là. Il avoue qu'il était présent quand Heather est arrivée avec les enfants et que son frère lui a dit d'attendre dans le garage. Alors que les enfants s'amusaient au salon, Heather est entrée la première dans le garage et ensuite Daniel qui a fermé la porte derrière eux. Heather a demandé ce qu'il voulait lui montrer et c'est là que Daniel l'a attrapée par les épaules et l'a balancée au sol. Heather est tombée et a remarqué David tapé dans un coin. Elle a essayé de se relever, mais Daniel a été plus rapide. Il a empoigné un maillet sur le comptoir et a frappé la jeune femme au visage. Heather s'est effondrée au sol et selon David, elle ne bougeait plus et ne respirait plus. Les deux jumeaux avaient déjà préparé une corde avec un nœud coulant et une poulie. Donc, ils ont placé la corde autour du cou de Heather et Daniel l'aurait soulevée grâce à la poulie. Et il l'aurait laissée comme ça, jusqu'à temps qu'il soit sûr qu'elle soit morte. Les deux jumeaux l'ont alors attachée et tapée pour faire croire à une activité sexuelle qui aurait mal tourné. David serait alors lui-même allé disposer de l'auto de sa belle-sœur sur un stationnement pour ensuite revenir et placer son corps dans son véhicule alors que Daniel, lui, emmenait ses enfants au restaurant. Lors du procès, c'est un jumeau contre l'autre jumeau. À la barre, David répète la même histoire qu'il a déjà racontée aux policiers. Et alors que tous les regards se retournent vers son client, l'avocat de Daniel décide d'inverser les rôles. C'est maintenant David qui se retrouve sous le feu des projecteurs. Même s'il n'avait pas de raison de tuer son ex-belle-sœur, c'est quand même son véhicule qui a été utilisé pour transporter le corps. Et c'est quand même aussi son cellulaire qui a été signalé à l'endroit où on a retrouvé la voiture de Heather. Et ça, c'est sans compter son histoire de violence avec son ex-femme qu'il avait menacé de tuer. Au final, il n'a pas de preuves tangibles contre Daniel, à part les dires de son jumeau. Le jury délibère pendant 2 jours. Daniel, 39 ans, est déclaré coupable de complot et de complicité de meurtre, mais faute de preuves assez solides pour prouver que c'est bien lui qui a tué Heather, on ne l'inculpe pas de meurtre au premier degré. Parce que, encore une fois, c'est un jumeau contre l'autre. C'est impossible de savoir qui exactement a porté le coup fatal. On propose un nouveau procès, mais face à la possibilité d'être accusé cette fois de meurtre au premier degré, Daniel accepte un mois plus tard de plaider coupable de meurtre au deuxième degré et pour cela on le condamne en février 2013 à 74 ans de prison. Presque 10 ans après le meurtre de Heather, il se retrouve enfin derrière les barreaux. Alors que David fait des excuses à la famille de Heather, Daniel, lui, ne montre aucun remords et surtout, il n'a aucune excuse à faire. I feel horrible about the pain. All I can say is I'm sorry. I'm just sorry for all the pain I've caused. Pour ce qui est de David, comme il a collaboré avec les policiers, il a été condamné à passer 12 ans de prison. Il a été libéré en 2020. Parlons ici de Rosanne, la copine de David. Ils se sont mariés le 1er août 2003, soit quelques jours seulement après la disparition de Heather. Et selon l'enquête, il y a de fortes chances qu'elle soit impliquée dans l'affaire. Rappelez-vous qu'ils habitaient à 3 à ce moment-là. Et l'enquête mentionne qu'il devait être 3 en ce 24 juillet 2003. Une pour conduire la voiture de Heather, une Nissan Sentra blanche. Une autre pour récupérer cette personne une fois débarrassée de la voiture. Et une autre pour rester avec les enfants. Ce qui n'est vraiment pas fou, mais rien n'a pu prouver son implication dans l'affaire. Donc, elle a passé 8 mois en prison avant d'être libérée par manque de preuves. Elle clame encore aujourd'hui son innocence. Roseanne, did you have anything to do with Heather's death and her disappearance? I did not. I had nothing to do with it. I didn't know anything. Et vous, vous en pensez quoi de l'implication de Rosanne dans cette histoire-là? Pensez-vous que c'est possible pour elle d'être mariée avec David et de vivre avec Daniel pendant toutes ces années-là sans en avoir entendu parler, sans être au courant de rien? Moi, je trouve ça un peu difficile à croire.
Mais bref, on ne sait pas, on peut pas vraiment s'avancer là-dessus. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait ce jour-là. Est-ce qu'elle magasinait, était-elle avec des amis? Peut-être qu'elle n'était pas à la maison, peut-être que vraiment elle ne sait rien. Donc c'est difficile de prouver son inculpation dans l'histoire. On a une pensée particulière pour les enfants dans cette histoire-là, spécialement ceux de Daniel. Ça va pas être facile de grandir avec la pensée que ton père était en train d'assassiner ta mère dans le garage alors que toi, tu jouais dans le salon. Ça a dû être très difficile pour eux de connaître la vérité et d'apprendre tout ça. Donc, on a vraiment une pensée pour eux. Et c'est quand même assez fou de penser que les deux jumeaux ont failli s'en sortir indemnes. Si les policiers n'avaient pas fait le lien avec les nœuds dans la corde, eh bien peut-être qu'ils seraient encore en liberté aujourd'hui. Félicitations aux policiers dans cette histoire-là, car les deux jumeaux ont enfin payé pour leur crime. C'est tout pour cette histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de nous laisser un commentaire dans la barre de commentaires. C'est toujours apprécié. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bien, portez-vous bien. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!